J'ai plus de boulot, ma femme m'a quitté, j'habite avec ma mère qui me fait une vie impossible. J'ai pas de projet, pas d'avenir, rien. Tout est bouché, foutu. C'est formidable, non? Bonjour et bienvenue dans Kinopod, le podcast grand écran. En direct de Paris, je suis votre hôte Jean Weber, le con-fils, et mes compères sont... Bruce Toussaint, la famille, c'est sacré. Francis Weber, famille, je vous hais de me faire revenir tout le temps dans ce maudit podcast. Et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le dîner de compères... les compères, sans jamais oser le demander. Ravi de vous retrouver, mes cinébodies, une légende de la télé et une légende du cinéma, pour parler d'un des joyaux de ta filmo, papa, qui en compte beaucoup, comme On aura tout vu ou Cause toujours, tu m'intéresses. À genoux, chienne! Salaud. Ça a raté, hein, ça arrive. C'est vache. Ça commence très fort. Je vais vous laisser, en fait. Cela dit, j'avais eu quand même une excuse, c'est que j'étais pas metteur en scène, Dieu merci. S'il ne le révélait pas maintenant, je pourrais passer anonyme là. Tu peux compter sur moi. Martin Tristan, 16 ans et demi, disparu de son domicile depuis le mercredi 24. Si un type comme lui m'avait accompagné à Nice, ça serait passé autrement et mon fils sera à la maison maintenant. Je vais lui dire que Tristan est son fils. Oh. Un fils? Moi? C'est sûr, avec elle, j'ai dû les voir, vos gosses. Ils sont comment? Vous êtes aussi le père de cet enfant, d'accord? Tout le monde est le père de cet enfant. Il y a un type qui s'appelle Pignon qui se promène avec la photo de ton fils dans la poche et qui dit qu'il est le père. Je vous ai connus au même moment, tous les trois. Alors c'est peut-être toi le père, c'est peut-être Paul, c'est peut-être Pignon, mais on verra ça plus tard. Je vous en supplie, ramenez-moi mon fils. Comment ça, tu sais pas qui est le père? Les compères, écrit et réalisé par toi, mais avant tout un petit rappel qui a son importance. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower et de vous abonner partout où vous écoutez et regardez le podcast, en particulier sur la chaîne YouTube Abracadapod, avec chaque semaine une nouvelle fantastique vidéo de Romain Lénoff. Alors, papa, avant que tu nous racontes un peu comment tout ça s'est passé, Bruce, tu nous as gracieusement une fois de plus aidé à choisir le film, et je crois que c'est un de tes films préférés de Francis, que tu as le droit spécialement aujourd'hui d'appeler papa, si tu veux. J'oserais pas. C'est un film pour qui j'ai une tendresse particulière pour ce film. Quand ce film sort, j'ai 10 ans à peine. Je me souviens très bien d'être allé le voir au cinéma Le Tricycle à Asnières, avec une grand-mère que je chérissais et qui a été très importante pour moi dans mon éducation culturelle. Et je me souviens d'avoir vu ce film et d'avoir... Je n'avais pas vu La Chèvre au cinéma, je l'ai vu bien sûr après de très nombreuses fois. Et j'ai découvert ce duo. Alors, sur les trois, la trilogie, bizarrement, parce qu'en général on cite en premier La Chèvre, voire en deuxième Les Fugitifs et en troisième Les Compères. C'est pas mon tiercé. Mon tiercé, c'est Les Compères en 1. Et je me suis demandé pourquoi j'aime autant ce film. Je crois que c'est tout simplement parce que on aime les deux. Je commence à avoir du mal à vous supporter, vous. Dans La Chèvre, on a un peu de mal au début à aimer Depardieu. Monsieur Campana est là, monsieur le président. Parce que Depardieu, il a un rôle un peu difficile, un peu ingrat. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Dans ce film, finalement, on l'aime tout de suite, parce qu'on voit, malgré son côté bagarreur, son côté comme ça, un peu brut. Qu'est-ce que c'est que ces conneries de macho? Lâchez-moi, merde! Ne me traitez pas de macho, espèce de connard d'intellectuel de mes deux! Il a beaucoup de tendresse aussi. Pierre Richard est fantastique. Salut les jeunes! Et je crois aussi que dans ce film, finalement, ce qui est merveilleux, c'est qu'on aimerait tous, en tout cas moi j'avais à peu près l'âge, j'étais un peu plus jeune, on aimerait tous être Tristan et être recherché par Pierre Richard et Gérard Depardieu. Voilà une des raisons pour lesquelles j'aime autant ce film, que je revois avec toujours autant de plaisir, que j'ai revu avant de venir à ce podcast pour vraiment l'avoir encore bien en tête. Et j'ai plein de choses à vous dire ensuite, mais en tout cas voilà, en introduction, ce que je voulais vous dire. Formidable. Papa, tu vas nous raconter un peu la genèse du film. Alors, comme quand j'étais petit, raconte-moi une histoire. Il était une fois. En fait, je vais vous raconter comment j'ai trouvé le titre. Et bizarrement, personne ne l'a compris. Et c'est pas extrêmement important d'ailleurs. C'est que je crois que c'est Guitry, Sacha Guitry, qui avait dit dans une conférence à la Société des auteurs
Mes chers confrères, je voudrais vous rappeler d'abord que dans le mot confrère, il y a le mot frère. Alors déjà, ça m'amène à cet amour du mot con, parce que après l'idée de con, mais on n'a pas vu ça vraiment bien dans les compères. Je le rappelle, je vous dis que je le rappelle, tout va s'arranger, tout va s'arranger, je le rappelle. Oh, le con. Le mot con, Jean peut m'approuver parce qu'il est courant en anglais, moi. J'ai eu peur. Oui, c'est vrai. C'est ambigu ce que je dis. Mais enfin, il peut m'approuver. Ça n'existe pas dans une autre langue, vraiment. Parce qu'en anglais, il y a 5-6 mots pour traiter quelqu'un de con. C'est vrai. Absolument. D'ailleurs, ils ont eu beaucoup de mal à traduire le dîner de con, qui est devenu dinner for schmucks en anglais. Alors que c'est un mot superbe en français. Parce qu'un adjectif le change. Un jeune con, c'est pas pareil qu'un vieux con. Un méchant con, c'est pas pareil qu'un gentil con. En plus, dans le midi, c'est une ponctuation. C'est-à-dire que tu dis, par exemple, putain, con, qu'est-ce que tu fais là avec la boule Et tout le temps, on se dit, con, ça va toi, con. C'est plus une insulte. Donc, c'est un mot tellement élastique que c'est comme ça que j'ai baptisé mon film. Ouais, magnifique. Alors maintenant, l'histoire elle-même, il y a déjà une espèce de difficulté, c'est que je voulais garder un prénom qui me portait bonheur, un nom qui me portait bonheur, Pignon, oui, mais le mettre dans une histoire complètement différente. Pignon. François Pignon. Je m'appelle François Pignon. Et là, j'ai lu un traité qu'a fait un type, un Américain, sur mes films, et il croit que c'est une suite de La Chèvre. Et je vois pas comment il a pu croire ça. Non, parce que la force, et je pense que tu es d'accord, Bruce, c'est de ne pas avoir fait La Chèvre 2, La Chèvre 3, mais d'avoir fait 3 films différents avec le même Absolument. couple. Mais avec le même nom, c'est-à-dire que Jean-Pierre Léaud, par exemple, en Joannel... Douanel, ouais. Douanel. On va y arriver. Ouais. Jean-Pierre Léaud, donc, c'était toujours un personnage qui suivait d'autres aventures, tu vois. Tandis que là, c'est très différent, les 3 films. Ah ben, c'est même une histoire qui n'a aucun rapport. Et même, je trouve qu'encore une fois, le personnage de Depardieu est très différent. Pierre Richard, en revanche, on retrouve cette patte là. Mais est-ce que ça n'a jamais été un projet de faire La Chèvre 2 avec les mêmes qui, j'en sais rien, seraient partis à la recherche d'une autre personne, de la petite Benz, mais avec la même identité Non, parce que j'ai raté 2 suites. J'ai raté la suite du Grand Blond et j'ai raté la suite de La Cage aux Folles. C'est sévère. Le Grand Blond avec une chaussure rouge. Franchement, le retour du Grand Blond, c'est génial. Ouais. Et La Cage aux Folles 2 est pas mal du tout. Ma femme a très bien défini les suites. Elle a dit, pourquoi faire un film de 3 heures avec un film d'1 heure et demie? Et les Américains géniaux ont trouvé la prequel, c'est-à-dire qu'au lieu de partir d'une suite de l'histoire, comme dans Le Parrain, comme dans tout ça, là, brusquement, ils ont rajeuni le genre, et en plus, c'est devenu efficace. Mais c'est vrai que je préfère le premier Grand Blond au deuxième, et je préfère la première Cage aux Folles, qui était un chef-d'œuvre, pas de moi, malheureusement. Je n'ai fait que l'adaptation, tu vois, que la deuxième, où c'était un peu n'importe quoi pour moi, en fait. On n'est pas des bœufs, non? Sans blague. Alors Je suis coupé. Mais Bruce, c'est notre deuxième buddy story ensemble, si on compte La Bonne Année avec Lino et Charlot. C'est un genre que tu aimes bien, non, je crois. Oui, absolument. Ouais. Je trouve que l'amitié, c'est... alors, ils sont pas tout de suite copains, d'ailleurs. Ouais. Ça a mis un peu de temps à venir, mais c'est très cinématographique, au fond, de les voir ces 2 personnages évoluer et partir comme ça à la quête d'un jeune garçon. Alors, contrairement à La Chèvre, je trouve que là, comme ils sont unis par une cause, là aussi, enfin, ça va aller plus vite, je trouve, leur rapprochement. Dans La Chèvre, il est exaspéré quasiment jusqu'au bout. Je me suis laissé embarquer dans vos conneries, voilà le résultat. On est paumés en pleine brousse. Qu'est-ce qui vous arrive, Campana? Là, bon, il comprend assez vite quand même qu'ils ont intérêt à y arriver ensemble. Ah, il est bien, votre fils. Mon fils, c'est vous qui le dites, hein. C'est vrai, mais moi qui ne revois jamais mes films, c'est marrant, Ouais. J'aime pas ça. J'ai revu La Chèvre une fois. Et il y a dans La Chèvre quelque chose qui est fantastique. C'est tout à coup la pitié, la compassion qu'a Depardieu pour Pierre Richard. C'est vrai. Et moi qui ne suis pas vraiment sentimental dans mes films, à un moment donné, il y a Pierre Richard dans cette espèce de truc explosé, parce que quand il passe quelque part, ça explose, qui tout à coup demande à Depardieu « Mais est-ce que vous pensez que je ferai un bon détective privé ?»
Est-ce que vous me trouvez doué pour ce métier? Là, alors, il y a un temps, il répond oui. Ah ouais. Oui. Une belle émotion tout d'un coup. Moi, j'étais très ému par ça, mais c'est vrai que dans les compères, il y a des choses que j'aime beaucoup. En général, je me félicite rarement moi-même, mais il y a un truc que j'aime qui est un détail, c'est quand ils reprennent leurs photos à la bonne femme, hein, ils les changent, je vois que c'est la même. C'était dans le scénario, ça? Oui. Ah oui, c'est pas un truc que vous avez improvisé sur le plateau. Non. Et tu m'as dit, puisqu'on est sur cette scène, tu m'as dit que tu as eu beaucoup de mal à diriger Pierre. Parce que je voudrais juste dire que Pierre Richard est de meilleur au meilleur dans tes films. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui vous arrive? Ça fait des mois que je pleure. J'emmerde tout le monde avec ça. Et pour une fois qu'on me demande... Oui, Pierre n'arrivait pas à pleurer. Mais dans la vie, alors que tu as des acteurs qui pleurent immédiatement. Hein. Un type comme le vieux d'Alban qu'on a connu chez notre producteur. Ouais. Je peux vous donner la 12? Tu lui disais pleure, il pleurait. C'est fantastique. Il pleure? Oui, il pleure, bien sûr qu'il pleure. Alors, son fils a disparu et vous refusez de l'aider, qu'est-ce qu'il peut faire? J'imagine que Pierre Richard, il a dû s'éclater à faire ça. Pierre, de toute façon, il s'est éclaté dans mes 3 films parce que avant, il avait une façon de jouer spectaculaire, efficace quand même. Hein. Mais là, tout à coup, il a découvert que c'est pas la peine de courir avec les joues qui montent très haut et de bafouiller. Ouais. Il suffit d'être le plus près possible d'une espèce de vérité, quoi. Donc, il s'éclatait parce qu'on ne lui demandait pas de faire le clown. C'est un voyage que vous avez commencé sur le jouet. Sur le jouet, absolument. Ouais, oui. c'est ça. Parce que je me rappelle les Rois du Rire. Vous vous rappelez pas de ça, mais moi je m'en souviens. On prenait tous les acteurs comiques de l'époque qui étaient, je sais pas moi, Jean Richard, Papierre, Darry Cole, tous ces gens-là. On leur donnait un scénario merdique. On leur disait allez-y, improvisez et faites rire. Alors que là, moi j'aime pas l'improvisation du tout dans mes films, hein, non. Eh bien Pierre a été ravi d'être tenu comme ça. 2 types avec des rasoirs dans les toilettes. Regardez ce qu'ils m'ont fait. Alors je voudrais vous raconter quand même une histoire à propos de ce film. Tu vois de qui je veux parler, non? Pas encore, mais j'ai hâte. Il y avait un Breton, il a un nom comme... Ménélec, je crois. Ménélec. Qui était un type qui ne se rendait pas compte à quel point les deux, là, Depardieu et Pierre, étaient dangereux dans l'ironie. Hein. Et lui, c'était un de ces types qui est macho au point d'être totalement grotesque. Et il était là tout le temps, comme ça, il roulait, il s'imaginait tout le temps qu'il était absolument irrésistible, comme ça. Et à un moment donné, on était installés à la cantine, là, et il y avait Pierre, Gérard, moi et lui en face. Il était tout le temps en train de dire « Ah là là, ouais, j'ai encore un rencard ce soir, merde. » Et puis tout à coup, on dit « Monsieur Ménélec au téléphone. » Excusez-moi les gars, il était comme ça. Il va au téléphone et il revient et il dit simplement « Elles sont déchaînées. Hein. » Il ne savait pas sur qui il tombait, là. Depardieu a dit « Répète, comme ça, comme un enfant. » Et Depardieu m'a dit « Je lui donne un coup de tête tout à l'heure, il doit traverser une vitrine. Je vais m'arrêter à 1 millimètre de son visage. » La raclée que ton fils mérite, c'est toi qui vas l'avoir. Ah oui? Messieurs, je vous en prie. J'ai fait les championnats militaires de boxe. T'es mal tombé, mon pote. Ah oui, je vois qui est cet acteur. Oui, d'accord, ça y est, j'y suis. Je vois le personnage maintenant, pardon. Oui. Et alors, effectivement, Depardieu était d'une précision redoutable. Il était en face de Ménélec, il lui dit « Je te préviens, quelquefois je rate mon coup. » Et tout à coup, le macho s'est dégonflé comme une baudruche, comme ça. Il dit « Attention, hein, je tiens à mon visage. » Il lui a dit « Oui, mais ne t'inquiète pas à ce point-là. Tu auras peut-être un peu le nez cassé. » Et ils ont commencé à le travailler, Pierre et lui. Ah, génial. Et quand il est arrivé dans le mec, il est arrivé comme ça et... Effectivement, à 1 millimètre. Et l'autre, il a sans aucun mal, il a cassé la vitre, il a eu tellement peur. Foutu un coup de boule? Mais on peut parler un peu justement de la leçon de coup de boule, qui est un des grands moments du film quand même. M'as foutu un coup de boule, toi? On a foutu un autre, dis donc. Et ça c'est bon, c'est au scénario, et c'est toi qui a pensé au coup de boule et qui a indiqué à tous ces gens comment donner un coup de boule, ça part de là. Ah non, ça c'est pas moi, ça. Depardieu l'avait fait avant quand il était à Châteauroux. C'est pas comme ça, Pignon. C'est une technique, le coup de tête. Vous faites comme ça, vous. Il était beaucoup plus expérimenté que moi pour ça.
Non. Donc il t'a rewrité en expliquant ça et tout. Ah non, il donnait une leçon de coup de boule, c'est-à-dire qu'il lui disait « Mais non, vous faites comme ça, mais je n'ai pas défini comment, tu vois. » D'accord. Et là, tout à coup, il est arrivé, c'était formidable. Ah, extraordinaire, ouais. C'est d'ici que ça doit partir. Non mais dis donc, Pépère. Voilà. Mais tous les hommes forts de tes films s'appellent Jean, ça m'étonne pas. Et surtout, je voudrais parler, avec Bruce aussi, de la paternité qui traverse tous tes films, depuis Le Jouet. En fait, je voudrais dire que on le voit dans tes mémoires, que ça reste entre nous, c'est le titre de tes mémoires, je suis pas en train de te dire ça, c'est que tu es passé malheureusement un petit peu à côté de ton père, et c'est pour ça que tu as rectifié le tir après. Moi, que j'ai raté mon père et il m'a raté aussi. Mais moi, c'est plus ambigu ma phrase. Mais c'est vrai que mon père était un homme malheureux parce qu'il s'était engagé en 14, médaille militaire, croix de guerre et Légion d'honneur à titre militaire. Et il s'est réengagé en 40 après avoir été gazé, tu vois. Donc c'était une espèce de héros, mais ensuite ça a été une catastrophe sa vie parce que il était arrivé à un âge où on ne réengage plus les gens, tu vois. Et quand la guerre s'est terminée, il est resté chômeur pendant tout le reste de sa vie et il a fait une dépression permanente. Et pour les enfants, c'est dur, tu vois. Ce qui fait que je suis allé me réfugier chez ma grand-mère et la seule personne au monde dont j'ai la photo dans mon portefeuille, je te la montrais tout à l'heure, c'est ma grand-mère. C'est extraordinaire, tu vois. Parce que c'est vrai que mes parents, ils avaient tellement de mal, tu vois. Je ne pouvais pas me sentir bien avec eux. Tandis qu'elle, je suis tombé sur la gentillesse, le pardon, la compassion. Tout ça était là, tu vois. Mais apparemment, Bruce, tu as eu une grand-mère aussi. Oui, mais c'est intéressant en effet d'aborder ce thème de la famille, de la paternité, parce qu'effectivement, c'est quelque chose de très présent dans vos films. Et moi, c'est une des choses aussi pour lesquelles j'aime autant, et je dis pas ça parce que je suis en face de vous, hein, sinon je serais pas venu. Parce que vraiment, j'ai beaucoup beaucoup d'admiration pour le travail que vous faites, et c'est vrai, notamment parce que ça touche cette question. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, qui me touche beaucoup. J'ai écrit un bouquin sur mes parents. Je pense que l'idée de la transmission, comment être un bon père, comment réussir à faire tout ça, c'est des questions qui sont magnifiques. Un problème, monsieur Lucas? Non, rien de grave. Mon fils a pris une cuite. Être père, tout simplement. Et d'ailleurs, c'est le thème des compères. C'est quoi être père? C'est simplement que quelqu'un vous dit que vous êtes le père d'un môme, c'est un test de paternité, c'est assister à l'accouchement, c'est quoi être père? C'est une sacrée question. Et ce qui est génial dans le film, c'est que finalement, ces deux types qui sont pas le père de ce môme, ils le deviennent. Alors, on ne naît pas père, on le devient. C'est une des leçons de ce film. Elle m'a dit la vérité à moi, je sais qui est mon père. C'est très bien raconté, et la scène, je sais pas si on peut parler tout de suite de la scène de fin, mais la scène de fin est extraordinaire. C'est qui? C'est vous, elle est formelle. Pour elle, il n'y a aucun doute, c'est vous. Puisque ces deux, le génie du scénario, je sais pas qui a écrit ce film d'ailleurs, mais on n'a plus de nouvelles d'ailleurs, mais alors donc le génie, c'est que le môme dit aux deux qu'ils sont ses pères. Ah ouais. Tout ce que j'ai fait a été dur à trouver. Combien de mois d'écriture sur celui-là? 9 mois comme un enfant? Une semaine. Non, en fait, c'est près d'1 an un film à écrire. Ça. Ouais. Il y en a très peu qui ont été faciles à faire. Bizarrement, Le Grand Blond avec une chaussure noire a été un film facile. Ouais. Un des plus difficiles a été un film qui s'appelle Coup de tête, que j'ai pas mis en scène. Que j'adore. Et qui est très difficile à faire. Moi, François Perrin, porté en triomphe, acclamé par la foule. Ça a vraiment l'air d'une blague. Ouais. Mais est-ce que celui-là était dur aussi parce que passer après la chèvre, c'était compliqué et donc il y avait une espèce de pression, il y avait un... Absolument. Ouais. Absolument, évidemment. J'ai eu la même pression après le dîner de cons avec Le Placard. Et je plains un type que je ne connais pas, mais qui a fait un très joli film, qui s'appelle donc le film Un petit quelque chose en plus. Oui, Artus. Pour la suite. En plus, lui, c'est son premier, en plus, oui. Et Bonjour, le deuxième, c'est dur à faire. Ouais. Et donc là, il y avait une pression particulière. Il y avait un moment... Oui, absolument. Et ça s'est ressenti sur le tournage ? Non, parce qu'il y a toujours une pression sur le tournage dans la mesure où j'emmerde tout le monde. C'est-à-dire que comme je fais refaire les prises à beaucoup de gens,
Il y a une tension quand même, parce que quand je me rappelle Georges Lautner, il s'intéressait au film, au montage et au mixage. Après ça, bon, il a engagé des gens qu'il connaissait, il travaillait avec sa famille d'acteurs, tu vois, et quelquefois... Bon... Est-ce qu'il y a des acteurs qui... Parce que je sais que Nicholson a déclaré qu'il adorait faire 50 prises avec Kubrick, parce que il adorait acter, jouer. Oui. Est-ce que tu as des acteurs qui étaient contents, au contraire, d'aller à la recherche de la note juste avec toi? Ben, ceux qui avaient compris pourquoi je me donnais ce mal-là, en fait, ce que j'essayais de leur expliquer, c'est que quand tu écris un scénario, le dialogue, c'est de la musique. Et tu as la musique de tes répliques dans la tête, et tu as en face de toi un interprète. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu lui demandes de restituer le rêve que tu avais dans la tête, tu vois. Et tu en as certains où c'est idiot de le demander. J'en parlais justement dans un podcast que j'ai fait avec mon fils. C'est le Quai des Orfèvres avec Jouvet. Non, merci pas. Je fais mon boulot. Et puis, je vais vous dire, vous m'êtes particulièrement sympathique. Dire à Jouvet de jouer comme la note que j'ai dans la tête, c'est complètement idiot. Parce que Jouvet, je l'imite très mal, mais je l'imite dans le podcast, là, sa voix tombait tout le temps, ça donnait ça. Je vais te dire une bonne chose, mon petit gars. Si tu rentres dans cette pièce et que tu rencontres un type d'Indochine, tu le reconnaîtras tout de suite. C'était ça, hein. Parce que, je vais vous dire, vous êtes un type dans mon genre. Avec les femmes, vous n'aurez jamais de chance. Si je lui disais, Louis, est-ce que c'est possible de le faire un peu plus quotidien? Je vais te dire une bonne chose, mon petit gars. C'est moi qui suis l'idiot, là. Et j'ai eu des difficultés avec certains acteurs. C'est-à-dire, il y a des acteurs qui avaient leur musique. Mais ils avaient travaillé avec leur femme, avec je sais pas, avec quelqu'un, et ils avaient préparé leur truc. Et derrière, pour les faire revenir, c'est très très difficile. Concentrez-vous. Qu'est-ce que vous voyez là? Dussolier. Dussolier, oui. Il était arrivé dans un film où il était psychiatre. Une tâche? Oui, d'accord, mais qu'est-ce que cette tâche évoque pour vous? C'était Tais-toi, avec Depardieu et Reynaud. Mais quel abruti, bordel! Et il est arrivé, il avait sa musique. Alors là, pour le faire changer, impossible. Et Rochefort aussi, non, sur le placard, tu as pas eu... Non, Rochefort, ça a été différent. Tiens, ben, là, je suis en train de m'expliquer mes difficultés. C'est que j'ai fait une bêtise avec Rochefort, c'est qu'il était déjà âgé, tu vois. Madame. J'ai commencé par les plans larges. Messieurs, bonjour. Bonjour. Puis les plans moyens. Qu'est-ce qu'il y a au courrier aujourd'hui? Et en fin de journée, les gros plans. Faites passer, s'il vous plaît. Et il était fatigué. Et je lui ai dit, Jean, écoute, là c'est un peu faible, attention à ce mot-là, tu vois. Je lui ai dit vocalement. Ouais. Il a compris que je lui disais qu'il était un mauvais acteur. Ah oui, d'accord. Et il m'a dit, quand j'aime un film, je veux avoir du plaisir. Et là, je n'ai pas de plaisir. Alors je vais téléphoner à nos agents, et on arrête le film. Enfin, moi, pour moi, je l'arrête. Et je lui dis, Jean, écoute... donne-moi une chance demain matin, tu verras, ça ira mieux. Mais effectivement, ça a été dur avec lui pour ça, tu vois, parce que j'ai fait une bêtise. Mais quand vous écrivez le film, vous aussi, vous avez une musique. Oui, bien sûr. Donc, c'est difficile parce que vous imposez cette musique à des acteurs qui, eux, ont leur propre parcours, etc. Et puis, il y a des acteurs qui aiment jouer naturellement. Il y a des acteurs qui aiment composer. C'est compliqué. Enfin, ils sont tous très différents. Et puis, ils sont tous un peu chiants, non, de toute façon. Mais, non. Vous connaissez le métier, après. Je dis ça avec toute l'affection que j'ai pour les acteurs. Oui, non, vous savez, Selznick disait « je hais les acteurs », il y avait une raison. Hein. Mais c'est pas vrai, parce que il y a deux façons de dire une réplique et quelquefois beaucoup plus. Mais si vous demandez, par exemple, et là c'est toujours pour... Je peux vous tutoyer, ça vous ennuie pas, et tutoyez-moi aussi, parce que si je dis à votre fils de dire une réplique comme et vous partez pour Saint-Jean-de-Luz, ça c'est interrogatif. Si je lui dis fais-le-moi affirmatif, ça donne et vous partez pour Saint-Jean-de-Luz. Ça n'a rien à voir, c'est une autre musique, mais il faut l'indiquer. Ouais. Et si le type ne comprend pas et qu'il continue à dire sa musique à lui, si elle n'est pas bonne, là ça peut monter, même avec Auteuil, 35 prises. Excuse-moi, je vais te laisser parce que je vais me foutre par la fenêtre. Ma femme m'a dit que j'allais rebondir, on va bien voir.
et j'ai déjà dit ça dans un autre podcast, on peut diriger un acteur sur un mot. Et tu parlais de musique, c'est comme effectivement le jazz ou de la musique, tu as une note qui est ta note, et tant qu'on te l'a pas restituée, en plus toi c'est à la virgule près, comme les frères Cohen, donc si les gens commencent à partir un petit peu comme ça, là ils vont connaître ton courroux. Mon Dieu que c'est bien dit. Pas qu'en termes choisis. Si vous voulez mon avis, ils sont en train de mal tourner, nos enfants. Et en revoyant le film, il y a une chose qui m'a beaucoup frappé, c'est d'abord la durée du film. Donc ça c'est la marque Weber, c'est 1h30 TTC. Il n'y a pas une seconde de trop. Et du coup, le rythme. Et en fait, pourquoi ces films sont intemporels ? Je pense, au-delà de la qualité de l'histoire, de l'écriture, mais je pense que c'est ça qui joue beaucoup. Il est réveillé, mais il est reparti, je vous rappelle. C'est qu'en fait, aujourd'hui, un film qui a été fait même 40 ans avant, s'il a toujours ce rythme, il reste très agréable à regarder, il reste jubilatoire. Et moi, ça me fascine beaucoup parce que je trouve que garder le rythme, c'est ce que n'arrivent pas à faire beaucoup de cinéastes, malheureusement, et surtout dans les comédies, mais je ne citerai personne. Et donc, mais je me disais, voilà, comment est-ce qu'on s'impose ça ? Comment est-ce qu'on s'impose ce rythme ? Parce qu'en fait, quand on regarde le film, en réalité, on s'ennuie pas une seconde. C'est comme au cinéma, non ? On n'a pas le temps. Même si on veut s'emmerder, on peut pas, il faut arrêter. Sinon, donc voilà, c'est quoi l'idée ? Est-ce que c'est une obsession pour vous ? Absolument, mais c'est pas tout à fait exactement l'obsession. L'obsession, c'est qu'au fur et à mesure où j'ai raté mon coup, et ça m'est arrivé, je me suis rendu compte que un film, c'est comme une poignée de sable. Si vos doigts sont un peu écartés, le sable file entre les doigts et c'est les temps morts, ça. Alors j'ai adopté 2 conduites. La première, c'est que je lis des scénarios à des copains. Je fais venir 5-6 copains et je leur lis le scénario. Une fois, la dernière mouture, bien sûr. Et là, si je sens... C'est pas ce qu'ils me disent ensuite qui m'intéresse, si c'est leur regard qui s'en va tout à coup, comme ça, quand je lis. Et je sens que je perds leur attention. Et ça, je me dis, ça, il faut que je coupe. Vous voyez ? Ou que je change. Ça, c'est très intéressant parce que ça me fait penser à ces acteurs, ces humoristes qui sur scène sont obsédés par le nombre de rires. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous écoutez dans une salle de cinéma, mais je sais qu'il y a beaucoup d'acteurs, d'humoristes qui, lorsqu'ils sont sur scène, vont même calculer le temps qu'il y a entre 2 rires, 5 secondes, 10 secondes, 15 secondes, 20 secondes. Je connaissais même un humoriste qui demandait à quelqu'un pendant le spectacle d'appuyer sur un petit compteur là, sur le nombre de rires pendant la soirée. Et donc, je me suis retrouvé dans sa loge après pour le saluer. Et donc, il y a ce type qui arrive et il dit, alors combien ce soir ? 329. Ah ouais, c'est pas mal, etc. Et alors, ça peut paraître comme ça... un peu bizarre de se mettre à compter les rires, etc. Mais en fait, c'est... Attendez, parce que là, il n'y a pas le même médium. Hein. C'est-à-dire non, que, mais l'intention est la même. Oui, mais seulement, ce qui a remplacé dans le one-man show, ce qu'on a au cinéma, c'est la vanne. C'est vrai. Mais moi, je ne fais pas des vannes. Non. C'est-à-dire que je prépare une situation, et si la réplique est plate à partir de la fin de la situation... C'est pas grave, elle est drôle. C'est comme personne n'est parfait dans certains lame shows. C'est une réplique très plate. Et moi, j'étais beaucoup plus fier d'une réplique. Je vous prends la plus plate que j'ai écrite. Hein. À un moment donné, dans Adieu poulet, vous avez Lino Ventura qui tape à la porte d'un cafetier comme ça. Le type finit par ouvrir quand il dit police et il dit un peu plus et j'étais couché. Et l'autre répond, Ventura, un peu plus et tu te relevais. Un peu plus et j'étais couché. Un peu plus et tu te relevais. Ça, je préfère ça à certaines répliques qui sont plus écrites, que j'ai gardées au théâtre, comme par exemple, quand vous avez Villeray qui dit mais regardez-vous, enfin, quand l'ermite est couché sur le ventre comme ça parce qu'il est tombé. Vous faites peine à voir. On dirait un cheval qui a raté une haie. On vous abattrait sur un champ de course. Allez-vous-en, monsieur Pignon. On dirait un cheval qui a raté une haie. On vous abattrait sur un champ de course. Là, c'est pas une réplique complètement situation, c'est une réplique où je cherche à faire rire, vous voyez. Et je préfère la situation, moi.
Je voudrais, juste une seconde, je voudrais parler un petit peu de scénario avec toi, parce qu'on était en train de parler de ça. Ouais. Bon, déjà, notoirement, Billy Wilder qui dit, après 1h30, les minutes comptent double en comédie, donc ça répond un petit peu à ce que tu disais aussi. Mais surtout, ce qu'on appelle en anglais le plot B, c'est-à-dire cette deuxième histoire qui vient se greffer à la première, qui cette fois-ci sont les gangsters dans ton film. Et que si tu avais enlevé, ton film ferait 27 minutes, si tu veux. Donc, mais petit à petit, avec le temps, tu n'as plus cette plot B, que cette bon qui habite à Biarritz s'appelle la plot basque, mais... Donc je voulais savoir, au départ, c'était une espèce de béquille, en fait, pour allonger la sauce ? C'était une béquille pour arriver à la distance. Ouais. Parce que mes films sont plus courts après que j'ai décidé d'enlever ça. Le type qui t'a sonné tout à l'heure, qu'est-ce qu'il voulait? Chercher son fils? J'aurais probablement enlevé l'histoire de gangster. C'est ça dont je te parle, qui est cette deuxième qu'on voit dans les séries télé où tout d'un coup tu es obligé de nourrir la machine et tu as ces deux types qui sont très drôles. D'ailleurs, Corsan, dont on vient de parler dans Mes meilleurs copains, et son camarade qui s'appelle, je crois, Jean-Jacques Schaeffer, je crois, quand ils se recoiffent dans le miroir, s'il y a des idées. Il y a un contact un peu ambigu entre eux quand même. Hein. Ils sont très proches. Ils sont très proches. Et puis surtout, ça m'a permis de faire ce redoublement de gag qui est Pierre Richard avec les vêtements lacérés. Et ensuite, le type qui part, le complice de Corsan, là, qui part avec les vêtements lacérés. Ouais. Ce qui est drôle dans cette scène, d'ailleurs, c'est que, bien sûr, il y a l'effet visuel. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'il sort comme si de rien n'était. Et c'est ça, en fait, qui est particulièrement drôle. Et je trouve que c'est très beau, d'ailleurs, de pas... vous auriez pu l'accentuer, le rajouter. Et en fait, non. Il n'y a rien, en fait. Il sort comme ça. Et voilà, on voit qu'il est un peu gêné. Mais au fond, il continue sa route. Le détail du mouchoir. Le mouchoir, oui, ça, c'est magnifique. Et puisque vous avez amené votre fils, je peux lui dire une chose. Hein, parce que finalement, je crois que c'est valable pour tous les metteurs en scène et pour tous les acteurs. On dit en anglais « less is more hein ». Moins, c'est plus. Ce que Nolte, d'ailleurs, m'a vigoureusement démenti, mais enfin, c'est notre problème. À un moment donné, quand vous avez à la fin de La Chèvre, Pierre Richard qui veut donner une correction à Depardieu et qui a prétendu qu'il faisait du karaté, et il lui saute dessus, il envoie un atémi sur la voiture, comme ça. Vous êtes fait mal ? Que faisait Pierre Richard dans les premières prises ? Il partait comme ça. Hein. Je dis, sois impassible. Et la douleur se ressent tellement plus. Il part comme ça. Et c'est fou. Hein. Là, le moins est plus. Ah ouais, c'est vrai. Juste un petit coup de chapeau à Michel Aumont, Annie Dupéret et Stéphane Bierry, et puis tous les autres acteurs comme Roland Blanche, qui sont tous fantastiques. Il y a toujours un casting. Oui, et puis il y a plein de nostalgiques âgés. Vous êtes perdu de vue depuis combien de temps ? Qui m'ont dit, enfin, vous n'avez pas honte d'avoir donné un si petit rôle à Gisèle Pascal ? Je ne peux pas te faire de peine, mais qu'est-ce que tu peux attendre d'un homme que tu n'as pas revu depuis 17 ans ? Et puis pourquoi se donnerait-il du mal pour un enfant qu'il ne connaît même pas ? Qu'est-ce que je voulais lui faire de plus ? Enfin, je veux dire. C'est drôle. Parce que ça a été une star. Elle était avec Régnier de Monaco aussi. Ah, c'est vrai. Mais alors, est-ce que je peux évoquer un sujet que j'espère pas trop sensible ? Le Tristan, est-il exact que ce rôle s'est joué entre Stéphane Bierry et quelqu'un d'autre ? J'étais en concurrence avec le fils de Francis, avec Jean Weber. Je m'en vais. Est-ce que c'est vrai que Jean a failli faire ce rôle ? Mais Jean a failli faire tous les rôles. Je trouve ça vachement classe de la part de Francis. C'est-à-dire, voilà, il y en aurait plus d'un qui aurait mis direct son fils, quoi. Je déteste, moi, les gens qui favorisent leur famille. Parce que j'étais entouré par ça tout le temps, et demander aux premiers assistants, ou au deuxième assistant, quand c'était une star qui jouait, le deuxième assistant volait en l'air. Hein. Il y avait tout à coup le fils Belmondo, la belle-fille de Belmondo qui jouait, qui prenait le rôle. Et Jean était bon, mais modérément. Ça n'a pas changé. Modestement. C'est-à-dire que quand on regardait l'écran comme ça, on le voyait. Mais on en voyait plus d'autres.
Qu'est-ce qu'il fallait faire alors ? Ah non, mais moi je suis ravi que tu aies pris Stéphane Biry. Aucun problème. Regarde, ça va, visiblement, là, bon, ça va. Il n'y a pas eu un trop grand froid dans le podcast. Tout s'est bien passé. C'est quand la fête des pères ? On parlait du casting et puis des sujets qui fâchent, donc on va parler du remake. What is this, a joke? C'est un des pires que tu as eu, celui-là. Ça s'appelait Father's Day. C'était avec deux formidables acteurs qui s'appellent Robin Williams et Billy Crystal. Je vais vous dire où était l'erreur, en fait. C'est qu'il faut quelqu'un de fort à côté de Pierre Richard. I have a son. Et j'ai découvert Depardieu dans La Force, parce que je devais avoir Lino Ventura dans La Chèvre. Puis il y a eu tout un tas de sacs que j'ai dit dans un autre podcast. Et tout à coup, je me suis retrouvé avec Depardieu, qui n'était pas particulièrement un acteur de comédie. J'ai découvert la puissance du contre-champ, là. Hein. Et dans Father's Day, il y avait Billy Crystal et Robin Williams. Et c'est deux comiques. Et c'est une erreur énorme. Et moi, j'ai commis la même erreur sans le vouloir, en prenant dans la pièce, en acceptant dans la pièce l'emmerdeur, qui s'appelait Le Contrat à l'époque, Raymond Jérôme, qui était un acteur intello, mais qui n'avait aucune puissance de tueur, et puis Jean Le Poulain, qui était un acteur d'excès, que vous ne connaissez probablement plus. Non, et comme on l'a dit aussi précédemment, Billy Wilder a fait la même erreur en prenant Walter Matthau et Jack Lemmon dans le remake de l'emmerdeur. Ah, mais disons, j'ai sur mon... Il y a un truc qui est étonnant, c'est que j'ai sur mon mail... Ah, pardon. Ouais. J'ai sur mon mail un producteur très connu qui veut faire un remake de Buddy Buddy. Donc de l'emmerdeur. De l'emmerdeur. Ouais. Et je vois pas pourquoi, parce que Buddy Buddy, c'est très mauvais. Non, mais en fait, il veut faire un remake de l'emmerdeur, l'original de Ventura et Brel, et prendre cette fois-ci, j'espère, un homme fort face à... Oui, mais sur l'histoire des remakes, est-ce que finalement, que le remake soit raté, c'est peut-être pas si mal, non ? Oui, ça prouve que que l'original était excellent et qu'on peut pas faire mieux. D'un autre côté, je comprends qu'on rate un remake, et je peux vous expliquer pourquoi, si vous voulez. Vous êtes tu es producteur, pardon. Tu es producteur, un gros producteur, non pardon, belge. Tu es producteur et tu trouves un sujet intéressant, français. Hein. Il faut le montrer à des acteurs, il faut le montrer à des metteurs en scène, mais il faut faire une adaptation avant. Toi qui montres au départ le film sous-titré à des gens que tu veux contacter, petit à petit tu te lasses du film français, tu ris plus du tout. Et à ce moment-là, tu dis aux auteurs américains qui vont l'adapter, « Make it richer », fais-le plus riche. Et les mecs, qui ne sont pas bons souvent, te mettent de la chantilly sur du foie gras. C'est-à-dire, pour être plus riche, c'est faire n'importe quoi. Et ça m'est arrivé dans presque tous mes remakes. Sauf celui que tu as fait toi-même et celui qu'a fait Mike Nichols de La Cage aux Folles, justement. Oui, et c'est ce que m'avait dit Ellen May, qui avait travaillé avec lui, qui était une de ses partenaires. Ouais. J'étais allé la voir à New York pour américaniser les fugitifs. Et elle m'a dit on est resté le plus fidèle possible à l'original. C'est fou, hein ? C'était des bons, ceux-là, Mike Nichols et Ellen May. Le secret, effectivement. Et je voudrais parler brièvement de Maurice Barrier, qui est fantastique. C'est le Charles Bronson français. Je me suis expliqué avec la police. Je veux plus qu'on m'emmerde, je vous dis. C'est clair. Et il est vraiment dans tes films, que ce soit Coup de tête ou celui-là, c'est aussi une carte maîtresse de tes films. C'est très grand, ce second rôle, ça. Ouais. Michel Aumont étant le meilleur de tous. C'est évident. Il n'a pas un rôle facile. Parce que franchement, il a un rôle ingrat. Absolument. Son personnage est ingrat. Et il le joue très bien. Ouais. Il y a de quoi dans cette histoire, moi? Il nous claque la porte au nez, t'envoies deux abrutis à sa recherche en me faisant passer pour un con. Mais il a une scène dans le jouet, tu te rappelles, on peut pas te donner ça, mon chéri, tu sais, quand il arrive dans Et c'est extraordinaire ce qu'il fait. La gêne, jouer la gêne, c'est pas facile. Hein. Ouais. C'est-à-dire que le petit dit je veux ça. C'est un monsieur, on ne peut pas te donner un monsieur. Pourquoi? Il dit oui. Oui. Je veux ça. Oui, oh, mais ne t'énerve pas, mon chéri. Tout va s'arranger. Ne t'énerve pas. Ne t'énerve pas surtout. Et il y a on sait que tu es le roi de l'ellipse. Et dans ce film, il y a une des plus belles ellipses qui est O. Je vais lui dire que Tristan est son fils. Oh. Il s'appelle Tristan. Depardieu, quand on lui annonce, il dit, je vais lui dire que c'est son fils. Et qu'on passe directement sur Depardieu dans le café et qui fait oh. Je pense à ce que tu me dis là, c'est que j'ai deux fils, j'aurais pu faire une ellipse sur un. Mais c'est ma fête, la fête des fils.
Je me venge. Non, mais tu as raison. C'est vrai que c'est formidable, Ellipse. Oui, puis tu poses ton postulat en 10 minutes. C'est extraordinaire. J'ai calculé. Oui. Et ça file au départ, tu as vu, c'est vraiment... Il y a quelque chose qui va pas, monsieur Raffard. Mais il a combien de pères, ce gosse? Tu parlais de ces répliques qui sont devenues cultes, alors que ce ne sont pas des répliques particulièrement d'argot ou de, comme on disait pas plus tard, mais quand Barrier, qui est un extraordinaire acteur comique, dit « Mais il a combien de pères, ce gosse ?» C'est extraordinaire quand même. Tout d'un coup, tu as le payoff de toutes ces scènes où il se prend des coups de téléphone dans la tronche, qui est une marque des films de Scorsese à chaque fois. Ne quittez pas, je vous le passe. Pesci frappe des gens avec un téléphone, donc tu as été précurseur là. Mais rendez-moi ce téléphone, je vous en prie. C'est pas fait pour ça, un téléphone. Peut-être, mais c'est inconscient. Hein. Il y a un autre truc qu'on retrouve dans tes films et qui sont encore plus intemporels, c'est que tout le monde est en costume. Mettez ça en attendant. Ça sera un peu large, mais c'est pas grave. T'as pas de gens habillés en survêtements ou en t-shirt et tout. Non, mais c'est pour ça que ça ne se démode pas. Démode pas trop vite. C'est vrai. Ouais. J'ai l'air d'un clown. Mais non. Dans la jungle, ils sont en costume alors qu'il fait une chaleur. Dans la chèvre, les pauvres. C'est marrant, ouais. Et pourquoi avoir situé l'action du film à Nice, comme ça, par hasard? Ou est-ce qu'il y avait une raison? Il fallait que l'enfant s'en aille. Oui. Paris. Enfin, il aurait pu être à Toulouse ou. Évidemment. Mais il se trouve qu'à Nice, on avait la Victorine à côté. Le studio. Et le Negresco. Et le Negresco. Même dans les palaces, il y a de la vermine. Parce que je voudrais juste dire une chose, c'est que, évidemment, je reste journaliste même quand je regarde un film. Alors, je vais vous dire un truc. Des journalistes de presse écrite qui descendent au Negresco, ça n'existe pas, mon cher Francis. Ça par contre, c'est dans l'imaginaire de... Vous savez, un cobra et un gorille dans la jungle mexicaine... Ça n'existe pas non plus. Et des Mexicains qui parlent un français parfait. Oui. C'est comme je ne voulais pas leur faire parler avec l'accent espagnol dans le genre. Alors, je vais te dire une chose. C'est un accent différent, mais porque voilà, demonstre el café bien calé. Des trucs comme ça, je ne voulais pas de ça. Alors tout le monde parle comme moi. C'est vrai. Est-ce que ça gêne? Non. La preuve. Mais la violence du film est une violence de cartoon qui n'a absolument aucune conséquence. Il s'envoie des grands pains, des grands coups de boule, personne n'a nez cassé. Alors, dans presque tous les films. Ouais. Mais enfin, pas les miens. Ouais, dans John Wick, ça se fait plus de mal que dans les tiens. Mais toi, c'est une comédie. Et c'est effectivement, il faut rester quand même comme très léger. T'es revenu, toi. Elle est où, Michel? Le chef des punks, d'ailleurs, est très bien. Je te demande où est Michel. Touche-moi encore, petit con, je te casse la tête. L'acteur qui fait le chef des voyous, tu sais, qui est le rival de Tristan dans le film. Racontez-moi vos ennuis, il faut parler dans ces cas-là. Tu te fous de ma gueule ou quoi, là? Il y a un grand numéro de clown entre Roland Blanche et Pierre Richard qui se méprend sur le fait qu'il est un dépressif, et quand ils se mettent à pleurer chacun face à face... Où est-ce que je peux vous joindre? Ça, c'est vraiment de la pure comédie, quoi. Roland Blanche, c'est triste parce que c'est un type qui était très fragile physiquement. Il avait eu un pontage. Ouais. Et puis, il continuait à fumer, il en est mort. Hein. Ouais. J'avais retrouvé la critique, justement, du Monde. C'est intéressant, ça. Je suis en train de la retrouver. Ça y est. C'était pas mal, hein? C'était une bonne critique dans Le Monde. Jacques Siclier. Oh, c'est affreux, il faut que je prenne mes lunettes. Oh là, c'est affreux. C'est affreux d'avoir eu 10. C'est affreux d'avoir eu 10 ans en 1983. Bon, bah, c'est foutu. Donc, alors, attendez, excusez-moi. Né en 37. Alors, attendez. Je vous lis. Non, c'est pas mal. Jacques Siclier, donc, avait écrit la critique dans Le Monde. Le titre, c'est de Francis Weber, Celui qui cogne et celui qui pleure. Donc, il y a un résumé. Le nouveau film de Francis Weber réunit à nouveau Gérard Depardieu et Pierre Richard. Il commence à peu près comme La Chèvre, etc. Mais si l'auteur-réalisateur utilise comiquement le contraste Depardieu-Richard, il unit dans un même rapport sentimental les deux détectives improvisés. Dans Les Compères, il y a des moments aussi drôles, aussi burlesques que dans La Chèvre, et quelque chose de plus profond venant du goût et des dispositions de Francis Weber pour la comédie de caractère. Le Monde des loupards croise en arrière-plan social celui des truands de casino. Là-dessus se détache le portrait d'un adolescent moderne. Et donc la fin, le duo de La Chèvre est devenu un trio. Depardieu et Richard sont épatants, fameux, tout ce qu'on veut, mais il leur faut compter aussi avec le jeune Stéphane Bierry. Son Tristan, sauvage et intransigeant, découvre peu à peu l'immaturité cachée de Lucas Épignon. Il fait un cadeau auquel Francis Weber a donné une jolie scène d'émotion. Là, il parle de Michel Aumont. C'est une bonne critique.
Dans le monde, monsieur. Enfin. Mais parce que j'ai été massacré par la. Tu lui as fait sa journée là, c'est bien. Mais non, mais justement, je pensais que j'allais trouver dans le monde une critique très méchante. Ouais. Mais finalement, le 30 novembre 1983, donc il y avait c'était une des rares peut-être. Et les Césars, ça n'a pas été Non. Ça a été terrible. Il n'y a rien eu en fait. On récompense rarement les comédies. Il y a eu le dîner de con. Oui, mais a été multi-récompensé. Dans sa carrière. Mais je sais. Ouais. Mais c'est dommage. Et papa, donc toi tu es parti aux États-Unis et Pierre Richard a déclaré à propos de famille qu'il était orphelin. Et donc en fait c'est la raison pour laquelle il n'y a pas eu de 4e film avec ce duo. Non, c'est qu'il aurait voulu faire le dîner de con évidemment. Oui, mais toi tu n'as jamais rêvé à les réunir encore une 4e fois vu que les 3 films ont été des succès. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Comme j'ai fait successivement La Chèvre, Les Compères et Les Fugitifs. Ouais. J'ai eu l'impression que j'étais arrivé à un pic comme ça, que je ne pouvais pas passer au-dessus. C'était prétentieux peut-être, mais enfin je me suis dit, 7 millions d'entrées, 5 millions d'entrées, 5 millions d'entrées, ça fait... c'est fini. Pierre a dit également, ma chance et ma malchance a été de rencontrer un auteur. Ah. Et en même temps, quand on l'a réuni avec toi pour l'émission sur le jouet, il n'y avait aucune aigreur, et c'était très, très chaleureux entre vous, c'était beau. Et parce que j'étais à Cannes, j'avais cette espèce de dépression du succès. Et c'est drôle parce que Belmondo m'avait dit, ça c'est pour toi Jeff, après la première journée de l'As des As, je crois, il avait fait 72 000 entrées sur Paris. Sur Paris? Paris, ouais. Ah ouais. Et je l'ai rencontré, il était désespéré. Il m'a dit, j'irai jamais plus haut, tu vois. Wow. Et c'est vrai que tu ressens ça bizarrement. La dépression de l'échec, je connais aussi. Mais la dépression du succès, c'est quelque chose qui est bizarre. Tu te dis, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Et c'est là que j'ai rencontré le petit Katzenberg, qui était le directeur de production de Disney. C'était un petit bonhomme bizarre, comme ça, tout petit, avec un corps de poisson rouge et une tête de barracuda, tu vois, une espèce de tête comme ça. Et il me dit, on aime ce que vous faites, venez chez nous. Et je lui dis, mais qu'est-ce que je vais foutre chez vous? En gros. Il me dit, venez, vous verrez, on vous trouvera quelque chose à faire. Je dis à ma femme, qu'est-ce que je fais? J'essaye, elle me dit oui. Et je pars là-bas, on me donne un très beau bureau chez Disney, et on me demande d'être consultant sur les scénarios américains. Ce qui est stupéfiant, parce que tu ne peux pas imaginer une seconde les auteurs français admettant qu'un jeune tchécoslovaque arrive pour relire leur scénario. Tu ne peux pas imaginer ça une seconde. Et là-bas, j'ai eu des gens qui sont venus chez moi, comme par exemple Bob Chartoff, qui avait fait Rocky et Raging Bull, pour me consulter sur un scénario avec ses auteurs. Je ne vous dis pas que ça servait à grand-chose, hein, mais c'était comme ça. J'aime bien comme tu passes du vouvoiement au tutoiement avec Bruce. Mais ça on peut vraiment se tutoyer avec grand plaisir, mais je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Jean, et citer d'ailleurs à nouveau Jeff Domenech, qui, dans un très beau documentaire, donne la parole à Michel Bouquet. Ah, Michel Bouquet, ouais. Et Michel Bouquet dit, je pense que ça passe complètement inaperçu, et pour moi c'est absolument essentiel. Il dit, Francis Weber est un auteur de comédie. Je trouve que Francis Weber est le seul auteur, véritablement grand auteur de comédie qu'on ait. Il aurait pu dire cinéaste, il aurait pu dire réalisateur. Il dit auteur de comédie. Est-ce que ça, vous le revendiquez ou pas? Je ne revendique rien, mais ça me fait plaisir. À partir du moment où un homme comme Bouquet, que je trouve génial, absolument, c'est un immense acteur, m'a dit qu'un de ses films préférés, c'était Le Jouet. J'ai été surpris, parce que Le Jouet, rien de plus triste qu'un jouet qui ne fait pas rire, dans l'Express. Hein. Donc, tout à coup, quelqu'un vous dit quelque chose de gentil, c'est fantastique. Cette critique de Siclier que tu m'avoues, je te dis... Ça va être le running gag de ce podcast. Ce que tu m'as lu, là, c'est du baume sur mon cœur. Hein. Mais il y en a un autre qui m'a fait très plaisir. Je ne vais jamais dans les festivals. Je suis allé au festival de Marrakech, une fois. Et j'ai rencontré Lelouch, que je ne connaissais pas. Et Lelouch me dit, tu sais, je vais te dire une chose, tu es un grand auteur, mais un auteur méconnu. Et c'était pas faux, parce que moi je vois que, par exemple, je ne sais pas si je suis un grand auteur. On parle de Gilles ou Claude Lelouch, là? Ah non, c'était Claude. Claude Lelouch. Claude Lelouch. Tu as raison de préciser. Non, pardon, j'ai eu un doute. Il a dit, Bruce, ce n'est pas tout à fait faux, parce que comme je suis parti très longtemps en Amérique,
on ne me connaît pas vraiment physiquement, tu vois. C'est vrai. Et je vois, par exemple, quand je passe à la douane, les gens ne me connaissent pas vraiment parce que les douaniers disent « Oh, Monsieur Pignon !» C'est-à-dire qu'on m'appelle Monsieur Pignon. Oh, vous ne feriez pas un petit coup de dépression? Non, non, c'est rien, un mouchon dans l'œil. Non, je suis en pleine forme. Vous aussi. Vous avez une mine superbe, je trouve très beau. C'est dur, comme tu nous as expliqué, de finir un film. Un podcast aussi, mais nous y voilà. En tout cas, je veux dire que je suis ravi d'avoir rencontré Bruce. Merci beaucoup. D'être passé très rapidement du vous au tu. Ça a été naturel. Mais j'aime beaucoup ce que tu fais. C'est très gentil. Et c'est vrai que... Est-ce que tu as pensé écrire je pense qu'il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est « Je pense à tous ces gens qui n'ont jamais lu un livre et qui sont en train d'en écrire un. » Et j'ai trop d'admiration pour les gens qui font ton métier et tout ça pour envisager ça. J'aurais adoré, mais dans une autre vie. Et puis je crois que il faut aussi savoir, rester où on doit être. C'est pas une question d'étiquette et tout ça. Moi, j'ai un grand patron de télé qui m'a dit un jour, quand tu creuses et que tu trouves du pétrole, bah, tu continues de creuser le plus longtemps possible. C'est très beau. Très court aussi, une histoire d'un auteur qui rencontre une jeune fille. Elle lui dit « Qu'est-ce que vous faites dans la vie ?» Il répond « J'écris des livres. » Elle dit « Tiens, je suis justement en train d'en lire un. » Ça, j'adore. Ça, c'est magnifique. Ce sera le mot de la fin. Bien, merci mes cinébuddies pour ce voyage dans un des joyaux de la filmo de Francis. Bruce, merci mille fois. Merci beaucoup de m'avoir accueilli à nouveau. Merci écoute, beaucoup. On choisit ses amis, mais pas sa famille. Oh, le coup de pied de l'âne. C'est affreux. Le coup de pied de l'âne. Jamais 304. Tu es désormais mon frère de podcast et tu reviens bien évidemment quand tu veux. Avec grand plaisir. Merci mille fois. Papa, comme tu dis... Je savais pas que j'étais père. Merci du fond du cœur. Très bien. On se retrouve très vite pour un podcast, ça ce soir pour dîner, mais avant ça, on se retrouve très vite pour un podcast grand écran. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower et de vous abonner partout où vous écoutez et regardez le podcast, en particulier sur la chaîne Abracadapod de YouTube, avec chaque semaine une nouvelle fantastique vidéo de Romain Lenoff, son Katia Lazareva. Et maintenant, conformément à la tradition, voici venu l'heure de dire vos noms et vos phrases signatures, la fameuse catchphrase Bruce. Bruce Toussaint, vive les compères. Bravo. Francis Weber, vive moi. Non. Vive. Il fallait que je fasse une bêtise. Ah mais c'est fait. Vive mon fils, avec lequel j'ai encore un lien supplémentaire. Merci. Parfait, je suis Jean Weber pour Kinopod. C'est pas comme ça qu'on fait un podcast. Ça part de là, pignon. Et maintenant... Oh, joli. Voilà. Bravo. Après, il faut payer. J'ai découvert qui sifflait mes films dans ma salle, là. Hein. Il le fait très bien. Dick, le siffleur gitan. Ah oui, tu sais qu'il n'a pas pu faire le truc, il était sous. Ouais, tu m'as dit. Ouais.